France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous. Le club accueille aujourd'hui Karina Ossine, secrétaire générale chez Gallimard, filiale de Madrigal. Après avoir longtemps officié chez Jean-Claude Lattès, elle est aujourd'hui l'éditrice en chef et éditrice tout court, notamment de Delphine de Vigan, Monica Sabolo ou encore du Goncourt, Hervé Letellier. Éditeur, un métier de l'ombre où on accompagne les auteurs. Mais encore, comment définir cette relation si particulière qui unit l'écrivain avec son éditeur, avec patience, avec passion? Comment pratique-t-elle cette profession? Nous en parlons tout de suite avec notre invitée Karina Ossine qui nous ouvrira aussi le catalogue de la rentrée 2023-2024 chez Gallimard. Une émission programmée par Henri Leblanc et préparée par Sacha Mattei, coordonnée par Laura Dutèche-Pérez, avec Félicie Faugère à la réalisation et Grégory Wallon à la technique. Bonjour Karina Ossine. Bonjour Olivia Bonjour Gesbert. Et bienvenue au club. Ça, c'est un auteur Gallimard d'ailleurs. Absolument. À qui on a piqué le titre de cette émission. C'est la traduction en effet française du titre de notre cher Jonathan Coe. Et voilà, j'ai avoir l'impression de cheminer avec vous et Jonathan Coe, ce qui est une promesse. Ce qui est une promesse. Welcome to the club, nous disait-il la dernière fois qu'il était passé ici dans notre studio pour son dernier roman, Jonathan Coe, le romancier britannique qu'on ne cesse de suivre et de retrouver. S'il y avait une phrase pour caractériser l'état d'esprit Gallimard, plutôt que résumer son histoire, Karina Ossine. C'est une maison sans doute la plus magique, la plus mystérieuse aussi, et la moins intimidante que je connaisse. Je dis la moins intimidante parce que l'esprit des lieux est tel dans cet endroit. Tous ces fantômes, mais aussi tous ces auteurs contemporains, d'Annie Ernaux à Patrick Modiano, en passant par Milan Kundera, font qu'en effet, on y sent une espèce de beauté et on se dit être dans le sanctuaire, véritablement, de la littérature. Au-delà de tout ça, j'y suis maintenant depuis 4 ans et je vous avoue que c'est avant tout une famille, une grande famille où circulent un certain nombre d'idées, d'opinions, d'esthétiques différentes, mais qui ont tous en partage un souci d'exigence. Et un amour de la littérature. Ça, c'est sûr, qui se retrouve même sur la couverture des livres, dans cette sobriété qui est aussi la marque de fabrique de Gallimard et de cette collection, la NRF, qui est si singulière, si particulière, parce qu'elle montre aussi, dans la sobriété de la couverture, que tout est dans le texte, que tout est dans le livre, que tout est dans le titre, le nom de l'auteur, et que le reste est à suivre, en fait. Bien sûr. C'est tout à fait ça, avec effectivement ce parti pris formel de l'épure qui est sans doute ce à quoi on aspire. Vous rejoignez le groupe, vous, la maison, Karina Ossine, il y a 4 ans, en emportant avec vous une partie de votre catalogue, comme on dit, c'est-à-dire qu'une partie de vos auteurs vous suivent, Delphine de Vigan, Monica Sabolo ou encore Hervé Letellier. En quoi cette fidélité témoigne-t-elle de la singularité, de la force peut-être aussi du tandem auteur-éditeur ? Ces choses-là sont assez mystérieuses, aussi mystérieuses que peuvent l'être les affinités électives, en réalité. En effet, il se joue sans doute quelque chose entre un éditeur et le romancier que cet éditeur accompagne, quelque chose qui ressemblerait à une forme de lien invisible, mais où l'éditeur est tout à fait conscient de la place qu'il tient. C'est véritablement une place qui lui permet d'aider, d'accompagner la création.
et, et alors ces choses-là sont si fragiles qu'en effet, dans ce cas précis, j'ai pu avoir l'immense chance de ne pas devoir laisser des écrivains auxquels je tenais loin de moi. Après, il faut aussi revenir et rendre justice au contexte. La maison Gallimard est sans doute, pour un écrivain, un endroit des plus séduisants, même si, je le redis, il peut paraître très intimidant au début. Oui, c'est ça, c'est ce que beaucoup disent aussi. C'est-à-dire que quand on arrive chez Gallimard, il faut quand même y trouver sa place. Et il y a tant de, pas simplement de fantômes, mais d'auteurs vivants énormes, monstrueux qui signent aujourd'hui chez Gallimard, que pour un auteur, ça peut être un jeune auteur intimidant, et qu'il faut aussi pouvoir réussir à faire un peu des coudes et trouver sa place dans le catalogue. Sans doute, sans doute. Mais encore une fois, l'histoire, la réalité est infiniment plus simple, plus chaleureuse, plus joyeuse aussi que ce qu'on peut imaginer. En réalité, ça n'est jamais, dans la vie comme dans les livres, une mauvaise chose que d'être comme ça, aspiré vers le haut et vers un souci d'exigence. Je crois que c'est plutôt une bonne chose d'être dans la maison des écrivains qu'on admire. Il y aura 3 premiers romans à la rentrée prochaine. Oui. L'un de Mokhtar Hamoudi, Les conditions idéales, Aurélien Cresselli, Par-delà l'oubli, et l'un de Basile Mulciba, si je prononce bien, qui porte son nom. C'est bien ça. Et parmi ces trois premiers romans, il y a un hasard, une coïncidence, qui raconte comment parfois se font les rencontres, Karina Ossine. Celui de Mokhtar Hamoudi. Comment vous êtes-vous rencontrés ? Ça, c'est effectivement, c'est beauté, c'est véritablement le sel de la vie, la beauté des rencontres. Un samedi après-midi d'automne, qui était un jour de déroute pour moi, de déroute domestique, rien de très grave, mais je crois avoir échoué ce jour-là chez Darty Madeleine, dans les souterrains de la place de la Madeleine. Et je pestais contre effectivement cette vie domestique qui prend un peu trop de place. Je suis allée dans un bistrot faire des listes, l'une de mes activités favorites, lorsque me faisaient dos 2 jeunes gens dont j'ai un peu malgré moi surpris la conversation. Et il y avait beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'esprit dans cet échange. Et en effet, l'un des deux parlait de son manuscrit, et ça m'a donné envie de choses que, en général, je ne fais pas. Ça m'a donné envie d'aller à lui et de lui dire que, eh bien, nous serions heureux de le lire, le moment venu. Ce moment est arrivé. Ouais. Vous avez été indiscrète, vous avez tendu l'oreille et c'est à travers ça aussi que vous avez surpris cette conversation et que ce manuscrit est arrivé. Tout à fait, tout à fait. Et ça va vraiment à contre-courant. C'est pour ça, c'est un métier où il ne faut absolument jamais avoir de préjugés. Nous avons un service des manuscrits qui est certainement l'un des plus magnifiques de l'édition française, des plus anciens aussi. Et c'est vrai que on croise tous, je parle là de tous les éditeurs, ça excède bien entendu Gallimard, on croise tous dans nos vies des personnes, un dîner, dans nos familles, des personnes qui écrivent, et qu'en général on est un peu, non pas en retraite de Russie, mais enfin toujours un peu quand même en retrait par rapport à ce type de démarche, voilà. Et là, aller savoir pourquoi, sans doute ce qui s'est joué dans cet échange qui m'a plu. Si ça se trouve, c'était un coup monté. Il avait repéré le café où vous alliez prendre déjeuner ou boire des verres. Je m'aventure très peu sur ces territoires. Donc, vous ne nous donnerez pas l'adresse du café qui est à côté de la maison Gallimard où on peut éventuellement vous retrouver? Non, pas du tout. C'était vraiment rive droite. C'était très loin de chez moi. Voilà. À Paris, on parle de rive gauche et de rive droite. C'est ici, dans cette petite géographie, que parfois tout se joue pour des auteurs que vous avez fait grandir comme certains, connus assez vite et qui vous sont suivis. On évoquait Delphine de Vigan,
éditions. Énorme succès aussi pour elle, et notamment pour son dernier né, son dernier roman, Les enfants sont rois. Comment ça se passe le processus d'écriture avec Delphine de Vigan? Est-ce qu'il y a d'abord une idée dont elle vous parle, ou au contraire, est-ce qu'elle reste secrète, cachotière sur l'envie, et vous présente d'abord un premier jet? Non, alors le processus avec Delphine est très ritualisé, vraiment, curieusement. Allez savoir pourquoi. En général, on se voit beaucoup. Je pense qu'effectivement, l'amitié s'est invitée très tôt dans cette relation professionnelle. Je le dis, elle fait partie vraiment des rencontres qui ont été déterminantes. Avec des rencontres d'écriture, j'entends, enfin avec des écrivains. Et on parle véritablement de la vie qui va, je dirais, de la vie qui va, de la société, de ce qui nous heurte aussi, quelquefois. Et puis surgit une idée qu'elle teste. Et à partir de là, elle entre en écriture. En général, elle me donne à lire une cinquantaine de pages. Une cinquantaine de pages, sans doute, pour vérifier des choses, pour que je puisse lui dire si j'ai le sentiment que son procédé narratif est le bon, s'il n'y a pas de dissonance, ce que je peux penser de ces personnages. Et puis après, plus rien. Après, plus rien. On continue à se voir. Pour moi, c'est très précieux parce que ça me permet aussi d'incarner un peu. Il y a une chose importante dans cette relation éditeur-auteur, c'est l'éditeur ne doit jamais projeter ses propres fantasmes, sa propre esthétique sur le travail de l'auteur. Il y a véritablement tout un travail où il s'agit vraiment de se mettre dans la peau. En tout cas d'essayer d'imaginer ce monde qui se met en place et qui est à l'œuvre, qui se met en place lors de chaque récit. Et ensuite, elle me donne à lire le premier jet dans son entièreté. Il peut y avoir un peu de travail, mais je dois dire qu'au fil des années, le travail se joue ailleurs, davantage dans les échanges préparatoires. Alors, autre auteur désormais, Gallimard, auteur Karina Ossine, comme on dirait, c'est Hervé. Oh non, mais oui, il y en a je bien sais, d'autres. Il n'y a pas pas simplement des auteurs. Non, C'est bien vrai, sûr. j'aime pas du tout parce que c'est vrai qu'en arrivant dans cette maison, j'ai rencontré beaucoup d'autres auteurs. Je pense à Karine Thuil, je pense à Tonino Benacquista, je pense à aussi vraiment tous les auteurs de la maison que j'admire, de Marine Diaye à Leila Slimani, enfin véritablement à Éric Reinhardt dont nous parlerons peut-être. Enfin, ils sont très très nombreux, mais oui, c'est vrai qu'il y en a. Et puis il y a des succès d'édition. C'est aussi comme ça que ça marche. Et Hervé Letellier avec l'Anomalie en est indéniablement un gros succès pour votre maison, Gallimard, avec ce 38e prix Goncourt que l'écrivain a obtenu avec son roman, donc, L'Anomalie. Et puis, c'est un concours, mais pas simplement, c'est aussi un énorme succès, un des concours les plus vendus de l'histoire, plus d'1 million de tirages, c'est ça, en 2021 même davantage, mais effectivement. Et on ne parle même pas des droits de traduction encore et du voyage qu'a pu faire ce roman. Alors, on va écouter Hervé Letellier racontant justement aussi cette relation avec son éditeur, avec son éditrice, puisque ici l'éditeur est une femme, à l'occasion d'une masterclass qu'il nous avait accordée il y a 2 ans. Moi, j'étais venu assez excité devant le projet, qui était un projet qui n'était pas totalement abouti, dans le sens où j'avais l'idée générale, qui était l'idée d'un avion qui se dédoublait et qui explorait tout ce qu'engendrait le dédoublement, c'est-à-dire pour un certain nombre de personnages, la question de la confrontation, la question de la collaboration, la question du regard sur soi, donc la question finalement du double, qui est déjà un topos assez classique en littérature. Et je n'avais pas entièrement finalisé ni l'intégralité des personnages, ni l'hypothèse Bostrom qu'on a évoquée, qui m'est venue plus tard. Et en revanche, j'avais l'idée d'un roman qui travaillait sur les genres.
Je lui avais expliqué qu'effectivement, j'avais envie de travailler sur différents genres littéraires, de les proposer comme étant un moyen d'associer à chaque fois un type d'écriture à un type de personnage, et que ça pouvait constituer le nœud de la première partie. En revanche, toute une série de structures qui se sont mises en place ultérieurement pour l'écriture concrète du livre, je ne les avais pas du tout en tête. J'avais cette idée de beaucoup de personnages, avec une éditrice qui était un petit peu, disons, pas réticente, mais en tout cas qui hésitait devant ce pléthore de personnages, et qui pensait que ça faisait quand même beaucoup. Oui, qui pensait que bout, ça faisait quand même beaucoup. Ça a été l'une de vos premières réactions à la lecture du premier rendu d'Hervé Letellier. Il y a quand même beaucoup de personnages, beaucoup de dédoublements. On va s'y perdre. C'est vraiment une réaction qu'on a partagée avec Charlotte Van Essen, qui a vraiment aussi accompagné cette aventure. Au tout début, vous allez croire que je passe ma vie dans les cafés, ce qui est faux, mais nous étions convenus d'un rendez-vous avec Hervé pour qu'il puisse me parler de ce projet. Il était arrivé, et vous le connaissez un peu, c'est tout lui, avec le plan de l'avion, qui m'a déroulé comme ça sur la table du café. Il y en avait vraiment. Et puis, il avait tous ses personnages et tous ses passagers. Alors, effectivement, voyant ma mine un peu perplexe, il me disait, mais on pourra se concentrer sur le rang 18 au rang 25. Mais il avait véritablement imaginé un destin pour chacun. Ce qu'Hervé ne dit pas aussi, c'est que, vous savez, le formidable Oulipien qu'il est. Et il m'avait promis que ça n'était pas du tout un roman olympien, que ce serait un vaste roman ample, totalement avec une tension, une dramaturgie incroyable, mais qu'il n'y avait là absolument aucune de ces effectivement son arrière-plan olympien. En réalité, il me l'a avoué tout récemment, pas du tout. Donc c'est pour cette raison que quand il évoque ce nombre que nous venons d'entendre, et que nous lui avons demandé de réduire la voilure, il était très embarrassé parce que mathématiquement ça marchait moins. Voilà. Aussi. Mais quand vous voyez et vous lisez ce livre au départ, et vous le racontiez en 2020, à sa lecture, toute la maison a été emballée par sa singularité et sa virtuosité. Lui dit que c'est aussi beaucoup grâce à vous que ce concours est arrivé, parce qu'il a pu bénéficier de la réputation Gallimard, de l'image Gallimard. Alors là, ce vous est un non pas est vraiment un vous de communauté. Je vous le disais, c'est toute une maison qui était absolument séduite par le livre, depuis Antoine Gallimard jusqu'au directeur du service commercial, en passant par bien évidemment la presse, tout ce qui fait aucun succès ne peut se faire sans véritablement un élan comme ça général. C'est d'ailleurs ce qui nous permet tous de faire corps. Donc oui, en effet, il y a des cristallisations, c'est certain, et cette maison lui va bien. Voilà. Karina Ossine, secrétaire générale de la maison Gallimard, filiale de Madrigal, est aujourd'hui notre invitée jusqu'à 12h30. On parle édition, on parle un peu du passé, mais on va aussi revenir sur la rentrée qui s'annonce. On est ensemble et il est 12h21. France Culture, bienvenue au club. Olivier Gesbert. Et la maison est encore plus forte depuis que l'an dernier, elle a été au cœur d'un événement. C'est le prix Nobel de littérature, attribué, récompensant une Française, l'écrivaine Annie Ernaux. Alors Annie Ernaux, c'est tout un style, mais c'est aussi toute une histoire dans cette maison. On va l'écouter parler d'abord de son écriture et on y revient avec vous, Karina Ossine. C'est une nécessité profonde, mais aussi parce que j'ai l'impression à la fois, c'est un sentiment que je commence à peine à pouvoir énoncer, mais qui est le sentiment à la fois de séparation des autres. Et c'est très dur de dire ça. Et en même temps, d'être au milieu d'eux. Et d'être traversée. Une fois, j'ai eu cette phrase assez terrible peut-être, je suis traversée par les autres comme une putain.
Et je ne la renie pas maintenant. J'étais étonnée même d'avoir eu cette phrase, mais c'est ce double mouvement de séparation et d'être traversée qui fait que j'écris, en fait. Alors c'est peut-être un petit peu obscur, mais je sens que pour le moment, c'est la meilleure définition que je puisse donner. D'être, oui, de ressentir quelque chose qui traverse tout le monde. Et il y a, pour moi, écrire, au fond, c'est saisir ce qui me traverse, mais en ayant la conscience que je ne suis pas seule à être traversée par ces choses. Et c'est là précisément que vous intervenez, en tout cas que l'éditeur peut intervenir, Karina Ossine, parfois, hein, pour aider aussi le romancier à faire ce voyage à la source. Hein. Oui, ce qu'elle dit là est absolument, effectivement, au cœur du mystère. Lorsqu'elle dit d'ailleurs, j'ai l'impression d'être traversée par les choses comme une putain. Dans son discours de Stockholm, Annie Ernaux dit une chose très belle sur ce mystère. Elle dit comment le processus de l'écriture s'est mis en place, non pas à 20 ans, lorsqu'elle imaginait pouvoir écrire sur rien, comme elle le dit, non plus tard, lorsque l'écriture est devenue urgente chez elle, au moment de la mort de son père, au moment où elle s'est retrouvée à enseigner dans une classe d'élèves issus de son milieu populaire. Et quand elle avait imaginé que ces modèles, les auteurs qu'elle admirait depuis toujours, dont elle admirait l'œuvre, Proust, Virginia Woolf, Flaubert, seraient ses maîtres, guideraient son écriture, en réalité, ils ne lui furent d'aucun secours. Elle dit, c'est le tracas d'une langue charriant colère et dérision, voire grossièreté. C'est ce fracas-là qui lui est venu et qui lui semblait la seule façon de répondre à ce que Camus appelait la honte de la honte et qui l'a beaucoup occupé. Ça, c'est quelque chose de très fort et qui dit à quel point, effectivement, on ne sait jamais d'où viennent les choses, vraiment. Et l'écriture en est la preuve. Qu'est-ce qui s'est joué dans la maison, Gallimard, avec ce prix Nobel? Ça a été fou. Alors bien sûr, pour moi, c'était plus qu'exotique. Pour Antoine Gallimard, qui est assez habitué de tout ça. Parce que c'était votre premier C'était mon prix Nobel. Premier Nobel. C'est une chose tout à fait incroyable. Pour Gallimard, il y avait déjà eu justement Patrick Modiano, vous citiez, Jean-Marie Leclésio, Gustave Leclésio, Louise Gluck. Voilà, et puis tous les étrangers, Peter Handke, assez plus récemment, et tant d'autres, Ishiguro, Vargas Llosa, tant d'autres. C'était quelque chose d'assez incroyable. Dans ce cas précis, que vous dire sinon la beauté de ce cri de toutes les générations, et aussi alors quelque chose qui m'a absolument séduite, qui est de voir ce chemin parcouru. Moi qui suis déjà si heureuse de fréquenter certains auteurs depuis un quart de siècle, je me suis rendu compte qu'il y a là des auteurs qui sont dans une maison, un peu comme à la maison, et dans le cas d'Annie Ernaux, ça fait 50 ans. Elle a connu Claude Gallimard, elle a ensuite travaillé avec Antoine et bien sûr tous les éditeurs qui l'ont accompagnée, de Teresa Grémézy à Thomas Simonet. Et puis, elle a vraiment aussi inscrit quelque chose, laissé une trace. 50 ans, c'est véritablement quelque chose qui donne au sens à ces consécrations-là. Et puis, il y a, dernière chose sur elle qui m'a toujours terriblement touchée, c'est cette générosité qu'elle a. Elle incarne effectivement quelque chose qui excède la seule littérature aujourd'hui dans la société. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose aussi
de la ténacité qu'elle communique aux jeunes auteurs qui quelquefois sont démunis ou tristes de ne pas avoir un prix ou de trouver le chemin long, qui peuvent être un peu impatients et découragés. Elle leur dit toujours à quel point, et ça vaut aussi tellement pour Hervé, à quel point il faut continuer à tracer sa route coûte que coûte. D'abord, ils n'ont pas le choix. Qu'est-ce qui se passe dans l'édition en ce moment, Karina Ossine? Ces mouvements de fusion, de concentration, tout le petit monde a l'air d'être très agité autour de ces questions. Nous, on s'éloigne un peu de la littérature pure, mais c'est quelque chose de très important aussi. Vous savez, Antoine Gallimard s'était mobilisé dès la première heure contre le projet de rapprochement des deux groupes Editis et Hachette, envisagé par Vincent Bolloré. Ont pris part à ce combat un certain nombre d'éditeurs indépendants, dont Actes Sud, dont Liana Lévy, dont Sabine Vespizer, et bien sûr l'ensemble des libraires. Tous étaient d'accord pour vraiment sentir le danger de l'émergence d'un acteur ultra dominant sur tous les marchés de l'édition, qui aurait conduit à privilégier les seuls auteurs de best-sellers au détriment de tous les autres auteurs qui sont le cœur battant de notre métier. Alors, parce que nous sommes dans une forme de micro-marché, un marché très fragile, où les prises de risques se font par les éditeurs, se font par les libraires, par les auteurs, bien sûr. Et ce marché ne peut pas être écrasé par des machines financières qui, véritablement, tendent vers la best-sellerisation. Voilà. C'est plus qu'une réponse, c'est une tribune. Non, mais presque, c'est vrai, ce que vous venez d'évoquer à l'instant, Karina Ossine. Nous avons été entendus. Oui, vous avez été entendus. Voilà. À suivre. À suivre dans la dernière partie. Et à suivre aussi à partir de septembre, fin août même déjà, avec la nouvelle rentrée littéraire, celle de chez Gallimard. Merci mille fois à vous, Karina Ossine, d'avoir été ici avec nous dans ce club. Merci.